Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Sean Fu, un analyste financier de Singapour, mais qui se concentre sur la Chine. C'est un plaisir de pouvoir enfin discuter avec vous. Super ravi d'être ici. Donc, je voulais discuter avec vous de cette guerre économique maintenant entre les États-Unis et la Chine. Elle s'est bien sûr développée progressivement au fil des ans, mais plus récemment, elle s'est évidemment intensifiée. Qu'en pensez-vous? Je suppose que la vision d'ensemble est est-ce que les États-Unis réussissent dans leurs objectifs ou voyez-vous les Chinois capables de riposter contre cela? Eh bien, ce que nous avons vu, c'est un changement complet dans le théâtre de guerre européen, de l'Ukraine jusqu'à la Chine. Donc je pense que cette partie est assez évidente. Et en ce moment, ce que Trump fait, c'est en fait redoubler les erreurs que Biden a commencées lors de son précédent mandat, de 2020 jusqu'en 2024. Si nous regardons l'ensemble de la manière dont la guerre économique est menée, beaucoup de choses sont faites de manière très désordonnée et à courte vue. Toute l'administration essaie essentiellement de concentrer des décennies de progrès qui doivent être réalisés, mais ils veulent les compresser dans une période de temps si courte. Ils veulent essentiellement compresser 30 à 40 ans de progrès économique en seulement quelques mois. Si nous regardons comment la Chine a joué son jeu, a utilisé ses cartes au cours des 20 à 30 dernières années, nous pouvons voir que ce n'était pas non plus un parcours simple. Une fois que la Chine a commencé à entrer dans l'Organisation mondiale du commerce, OMC, une partie de la stratégie n'était pas seulement de tout fabriquer dans leur propre pays, car ce n'est pas possible. Finalement, à mesure que l'économie mûrit, ils doivent monter dans la chaîne de valeur. C'est pourquoi nous avons vu la Chine commencer à fabriquer des choses comme des chaussures, des chemises et des vêtements pour les États-Unis de l'année 2000 à 2005. Puis elle a commencé à monter dans la chaîne de valeur. Ils ont commencé à faire de l'électronique. Ils ont commencé à faire des ordinateurs. Et maintenant, nous sommes passés des smartphones aux véhicules électriques, jusqu'aux semi-conducteurs. La Chine le sait intrinsèquement. Donc, en utilisant leur excédent commercial, qui est d'environ $1 trillion par an, ils ont commencé à parcourir le monde et à investir dans leurs projets ferroviaires. On commençait à investir dans des pays comme le Vietnam, Chine, des pays du Moyen-Orient, en Russie elle-même et surtout en Amérique latine. Ainsi, la Chine a plus ou moins efficacement diversifié ses risques. Et une statistique importante que nous devrions noter est la dépendance de la Chine au commerce avec les États-Unis. Et ce n'est plus vraiment si significatif. Maintenant, si les États-Unis avaient lancé une guerre commerciale en 2010 ou 2015, sans aucun doute, cela aurait vraiment paralysé la Chine dans une large mesure. Mais maintenant, pas vraiment. Si nous regardons le PIB de l'année dernière, je pense qu'en 2024, la Chine a terminé l'année à environ 5% ou quelque chose comme ça. Eh bien, les exportations totales de la Chine vers les États-Unis ne représentent que 2,5 à 3% du PIB. Donc si tout s'arrête, ce qui semble être sur le point de se produire, ou dans lequel nous sommes actuellement, le PIB de la Chine continuera de croître d'environ 2 à 3%, et cela sans aucun stimulus. Donc, pour répondre à votre question, je pense que la Chine sera capable de résister à la tempête de manière assez efficace. Oui, eh bien, c'est aussi un peu mon avis. Je peux comprendre certaines des doléances de l'Amérique parce que pendant de nombreuses années, lorsque la Chine, eh bien, son objectif était en grande partie de maximiser les exportations. De cette façon, ces industries se développaient et les usines du monde pouvaient s'y installer. De plus, les Chinois pouvaient accumuler beaucoup de réserves nationales et obtenir beaucoup de fonds. Donc, avec le temps,
Je me souviens avoir dit il y a environ 20 ans que ce n'était pas durable. Nous appelons cela l'interdépendance. Mais encore une fois, avec le temps, le pouvoir industriel et les économies se déplacent des États-Unis vers la Chine. Donc je comprends pourquoi il y aurait, par exemple, un intérêt pour les tarifs douaniers. Mais, ce que vous voyez maintenant, comme vous l'avez dit aussi, les Chinois ne se sont pas contentés de fabriquer des chaussures ou des vêtements. Ils ont gravi les chaînes de valeur mondiale et sont devenus beaucoup plus autosuffisants. S'ils voulaient briser les Chinois, il aurait été préférable de le faire il y a 20 ans. Je pense que c'est contre-productif maintenant. Mais c'est aussi intéressant ce que vous avez dit sur le fait de vouloir compresser 30 ans en quelques mois, car je vois cela aussi avec les tarifs. Je ne suis pas vraiment contre les tarifs. Je pense qu'ils peuvent être un instrument si vous voulez développer vos industries nationales. Mais la façon dont c'est fait, je veux dire, si vous investissez dans une usine, par exemple, fabriquant des vêtements en Amérique, et que vous savez qu'il y aura un tarif de 10%, cela vous rend un peu plus compétitif. Vous planifiez pour 5 à 10 ans à l'avance pour investir dans des usines. Mais personne ne sait ce que Trump va faire dans les 20 prochaines minutes, s'il va l'augmenter ou le baisser. Je ne ferai aucun investissement. Donc c'est très, oui, je suppose que c'est trop radical. Mais dans cette guerre tarifaire, voyez-vous les Chinois réagir? Comment réagissent-ils réellement à ces politiques? Se contentent-ils de s'asseoir et d'attendre? Car c'est une question que se pose la plupart du monde. Suivons-nous? Essayons-nous de négocier avec les Américains? Ou simplement, encore une fois, restons-nous en retrait? Eh bien, voici la chose intéressante, n'est-ce pas? Au cours des 3 dernières semaines à un mois, nous avons vu les Chinois ne rien faire d'autre que rester en retrait, juste attendre. Parce qu'ils savent en quelque sorte le véritable saut de l'économie américaine, n'est-ce pas? Je pense que nous pouvons tous convenir que l'économie américaine d'aujourd'hui est hyper financiarisée. Tout tourne autour de Wall Street, des instruments, du marché boursier et des obligations. Donc, si vous vous amusez à bricoler la politique commerciale, vous pourriez bien casser le marché obligataire. Vous pensez au marché obligataire, vous pourriez bien casser la politique commerciale. Donc tout est interconnecté aujourd'hui. Alors qu'avons-nous vu au cours des 3 à 4 dernières semaines? Nous avons vu une répudiation totale des actifs américains, non seulement de la part de la Chine, mais du monde entier. Tout le monde a maintenant peur que Trump ne brise le commerce mondial. Parce que si nous revenons au système de Bretton Woods, il y avait une sorte d'accord tacite entre les États-Unis et le monde, n'est-ce pas? Les États-Unis inonderaient le monde de dollars. Ils fourniraient une tonne de liquidités. Et le monde, en essence, financerait simplement les États-Unis avec beaucoup de biens et de services, n'est-ce pas? Principalement des biens en ce moment. Et nous pouvons tous débattre de savoir si c'est une chose durable à long terme. Mais c'est ainsi que l'ancien ordre mondial a été réellement développé. C'était le cadre de tout. Maintenant, lorsque les États-Unis décident d'imposer un tarif de 10% au monde entier, et que le taux effectif, si je ne me trompe pas, est d'environ 20% à 25%, nous pouvons postuler que le flux de dollars des États-Unis vers le monde va diminuer plus ou moins de ce montant, n'est-ce pas? Ça pourrait être 5%, ça pourrait être 20%. Et cela paralyse tout. Et dans le monde, nous pouvons voir une réponse coordonnée de certains pays. Nous avons le Canada, ce qui est assez surprenant. Ils résistent, connaissant leur dépendance. Le Mexique ne cède pas totalement non plus. La Chine, bien sûr, vous savez, a augmenté ses tarifs à ce qui pourrait tout aussi bien être 1000%. Donc le commerce s'est arrêté. Et à cause de cela, l'ensemble du système américain, leurs entreprises, pourrait en fait voir un effondrement des revenus dans les 3 à 4 prochains mois, voire même un an. Et ce n'est pas vraiment bon. Et à cause de cela, nous avons vu beaucoup d'investisseurs autour. Ils ont décidé que le dollar américain n'est plus
plus le refuge sûr. The US dollar is not the safe haven anymore. When I look to my left, I see the bond market. Quand je regarde à ma gauche, je vois les marchés obligataires en chaos. Donc je vais retirer tous mes investissements. Et quand je regarde à droite, le marché boursier, les bénéfices vont certainement s'effondrer. Donc je ne vais pas acheter de dollars. Je ne vais pas investir dans le S&P 500. Et à cause de cela, tout a commencé à s'effondrer. C'est pourquoi, vous savez, Trump est soudainement sorti en disant que c'était un plan, vous savez, pour coincer la Chine. Tout le long, tout était une grande ruse. Ces 3 à 4 semaines entières n'étaient qu'un grand théâtre, un théâtre kabuki, afin de piéger la Chine, n'est-ce pas? Donc nous pouvons voir que la Chine n'a vraiment pas besoin de faire grand-chose à ce stade. Le marché mondial lui-même force les États-Unis à vraiment repenser certaines de leurs politiques. C'est intéressant. J'ai vu que lui-même a immédiatement proposé des tarifs 0 pour 0. Dans ce domaine, cela semblait fonctionner. Mais j'ai remarqué que la Chine prenait un chemin différent. Mais que fait la Chine avec ses fonds maintenant? Parce que dans le passé, elle réinvestissait beaucoup aux États-Unis. Encore une fois, c'était censé être ainsi que le cycle fonctionnerait, ce qui a de plus en plus financiarisé l'économie américaine. Mais où vont les fonds chinois de nos jours? Bien sûr. Je pense que nous devons également nous rappeler des 2 à 3 dernières années, n'est-ce pas? Nous devons comprendre ce que la Chine a observé dans la récente guerre Russie-Ukraine. Quand Poutine est intervenu, je pense que c'était en avril ou mai 2022. C'est à ce moment-là que le G7 a décidé de geler les actifs russes, n'est-ce pas? Peut-être un mois de décalage. Mais cela a essentiellement retiré 300 milliards de dollars d'actifs souverains russes. Et pour n'importe quel pays, c'était un grand signal d'alarme. Et pour Pékin, c'était particulièrement un grand signal d'alarme parce que vous savez, après la Russie, ce sera la Chine ensuite. Et comme nous l'avons vu, c'est la Chine ensuite. Alors, la Chine a plusieurs voies pour utiliser son excédent commercial. Ils ont certainement besoin de l'investir ailleurs. Une voie est certainement le marché de l'or, comme nous l'avons tous vu. Vous savez, le prix a grimpé en flèche. Il est passé, je pense, de 2 500 $ à presque 3 500 $ en très peu de temps. Et vous savez, la guerre commerciale n'a fait qu'empirer les choses. Donc la Chine y alloue certainement de l'argent. Mais la Chine joue aussi ses cartes de manière assez intelligente. Maintenant, les États-Unis, lorsqu'ils décident d'imposer leur guerre commerciale, leur guerre tarifaire, c'est juste un signal au monde qu'ils vont tout ramener aux États-Unis. Ils se tournent vers l'intérieur. Ils essayent de ramener toutes les industries critiques là-bas. En conséquence, ils importeront moins du monde. Mais si nous regardons l'approche de la Chine, elle se tourne vers l'extérieur. Elle essaie activement de mondialiser son coin du monde et le monde en général. Donc la Chine utilise certainement une partie de son argent. Elle l'investit dans des endroits comme l'Arabie saoudite, l'Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, investissant dans certains projets en Russie, en Asie du Sud-Est. Ainsi, la Chine utilise en fait son argent pour vraiment construire plus d'usines là-bas, diversifier sa chaîne d'approvisionnement, ainsi que pour se protéger des sanctions. Parce que il va être très difficile pour les pays de vraiment écouter les ordres américains quand une grande partie de leur économie est liée à la Chine, n'est-ce pas? Si je devais vraiment rejoindre les États-Unis dans leur plan de blocus de la Chine, je pourrais soudainement voir 5 à 10% de mon PIB s'effondrer. Je pourrais voir mon coût de production augmenter. Et dans ce cas, si je suis coupé de la Chine, je ne pourrais même pas exporter vers l'Occident parce qu'en ce moment, je fais face à un mur tarifaire de 10%. J'ai besoin de réduire mes importations pour pouvoir franchir ce mur tarifaire de 10 à 20%.
Donc en essence, la Chine utilise ses réserves, ses gains, de manière à la fois défensive et offensive. Their earnings in a both defensive and offensive way. Mais un aspect clé ou un domaine de cette guerre financière ou économique se trouve évidemment dans le secteur technologique. Comme lorsque vous avez commencé à dire que la Chine avait grimpé dans les chaînes de valeur mondiales, cela a quelque peu perturbé la division du travail envisagée, je suppose qu'ils avaient il y a environ 30 ans, lorsque la haute technologie et la finance seraient réalisées aux États-Unis, qui ont des revenus élevés et créent également une forte dépendance. Tandis que les choses moins chères, comme la fabrication, la production de vêtements, tout cela serait fait en Chine. Mais lorsque les Chinois ont grimpé dans ces chaînes de valeur mondiales, non seulement était le monde problème, comme les États-Unis ont un problème de voir leur fabrication déplacée, mais nous voyons maintenant aussi que leur capacité à dominer les technologies de pointe et également les instruments financiers, pour notre part, est remise en question. Mais au départ, cela a été présenté comme un conseil aux États-Unis, par exemple par le PDG de Google, que si vous imposez seulement quelques interdictions sur les semi-conducteurs chinois, cela retirerait effectivement le tapis sous les pieds de tous ces géants comme Huawei, et cela commencerait à faire s'effondrer tout le développement technologique de la Chine. Les États-Unis pourraient alors réduire le développement technologique de la Chine en tant que principal rival. Mais ce n'est pas un grand secret que cela ne s'est pas passé comme prévu. Je pense que le nombre de licenciements chez Intel serait un bon indicateur de la direction que cela prend. Mais la Chine a-t-elle été capable de réellement créer une autosuffisance ou comment a-t-elle pu, comment pouvez-vous expliquer comment elle a pu, je suppose, s'adapter à cette situation? Eh bien, je pense que ce sera un travail en cours. La Chine est définitivement, quelques années en retard. On ne peut pas le nier. Mais ensuite, ils ont vraiment pu rattraper leur retard. Ils ont pu combler l'écart de manière assez convaincante et surprenante. Je pense que nous avons tous vu ce qui s'est passé au cours des 2-3 derniers mois. DeepSeek est sorti, et cela a vraiment mis des bâtons dans les roues de tout le G7, en particulier des entreprises technologiques américaines, n'est-ce pas? Elles dépensaient des centaines de milliards de dollars pour créer l'IA la plus grande et la plus redoutable. Elles essayaient essentiellement de créer Skynet, n'est-ce pas? Mais la Chine a décidé d'opter pour une approche plus pratique afin de créer un modèle d'IA plus applicable à des industries comme l'énergie et la santé, afin de générer des revenus pour éventuellement financer le reste de leurs projets d'IA. Nous savons tous que les États-Unis essayent de dire au pays « Vous devriez investir avec nous. Vous ne devriez pas investir avec la Chine. » Mais il y a aussi un autre aspect que les États-Unis n'ont pas vraiment pris en compte, et c'est les chaînes d'approvisionnement de la Chine, qui leur permettent de réduire leurs coûts de production, de recherche et d'investissement à des niveaux extrêmement bas par rapport aux États-Unis. Je veux dire, si nous regardons comment la Chine obtient ses matières premières, elle dispose de diverses mines, chaînes d'approvisionnement et raffineries en Chine même et dans le monde entier. Et même si la Chine cesse d'acheter du pétrole et du GNL américain, elle peut simplement s'en procurer auprès de la Russie, de l'Arabie saoudite ou d'autres fournisseurs. Donc en ce moment, vous êtes en concurrence avec un pays dont le coût de la recherche et de la production est peut-être 4x, 5x ou 10x inférieur au vôtre. Vous avez une avance, mais la Chine pourrait éventuellement rattraper son retard et rattrapera très probablement son retard. Et c'est là que je pense que toutes les sanctions sur les puces n'ont vraiment pas été bénéfiques pour les États-Unis, n'est-ce pas? Si nous nous souvenons de la manière dont Biden a réellement joué le jeu en ce qui concerne les semi-conducteurs,
Une moitié est bonne, l'autre moitié est terrible. Parlons d'abord de la bonne chose. Lorsque vous menez une sorte de guerre industrielle avec la Chine, il est inévitable de devoir subventionner vos industries, parce que la Chine subventionne certainement les leurs. Et si vous demandez à la Chine de ne pas subventionner ses industries, elle continuera à le faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Donc je pense que Biden a créé un fonds de 50 milliards ou 100 milliards de dollars pour les semi-conducteurs. Et je pense que c'était bien. Maintenant, la manière dont il est déployé est une autre question. Mais lorsque vous décidez de diviser le monde en divers niveaux d'influence, pays de premier niveau, de deuxième niveau, de troisième niveau, et que seul le premier niveau, essentiellement le G7, obtient tous les composants, et que la Chine étant au troisième niveau, obtient plus ou moins les composants de faible valeur, cela va simplement galvaniser toute l'économie, tout l'écosystème, pour avancer, progresser. Et en ce moment, nous avons vu que la Chine est en fait capable de combler le fossé parce qu'elle n'a pas d'autre moyen d'obtenir des composants. Ils doivent donc travailler ensemble avec tous les petits fournisseurs, avec Huawei, avec toute la chaîne d'approvisionnement, avec leurs universités qui accordent beaucoup de subventions pour progresser. Ainsi, les États-Unis ont essentiellement forcé la Chine à entrer dans un processus d'innovation technologique rapide, dont je ne pense pas qu'ils puissent jamais se remettre. Si vous regardez le nationalisme économique du 19e siècle, c'est à ce moment-là que les pays ont reconnu que leur souveraineté politique serait liée à leur souveraineté industrielle. C'est à ce moment-là que les pays ont utilisé beaucoup de ces tarifs temporaires et subventions pour développer cette force. Évidemment, la Chine a utilisé ces énormes recettes qu'elle a accumulées au fil des ans pour financer d'autres industries. Mais il semble que maintenant, les États-Unis essayent de se renforcer pour, je suppose, imiter cette approche chinoise. Ils veulent utiliser les tarifs, bien sûr, pas très élégamment, mais les Chinois ne s'y sont pas trop appuyés. Mais les subventions sont assez importantes, parce que si vous regardez le développement de la Silicon Valley, c'est souvent cette version romancée de laisser les entrepreneurs faire ce qu'ils veulent. Mais ils ont reçu beaucoup de subventions, certaines indirectement par le biais de contrats militaires et tout, mais néanmoins, cela a été fortement subventionné. Et maintenant, l'argument est qu'ils doivent rendre cela beaucoup plus puissant. Mais dans quelle mesure les États-Unis sont-ils capables de réussir cela si en même temps, ils s'engagent dans une guerre commerciale qui réduit beaucoup de leur financement? Parce que, comme nous l'avons vu avec cette guerre des semi-conducteurs, si vous coupez les puces à la Chine, c'est bien, pour des entreprises comme Intel, une grande partie de votre marché. Alors d'où vient l'argent pour la recherche et le développement? Tout cela repose-t-il sur des subventions ou essaie-t-on simplement de donner un sens à tout cela? Bien sûr, je pense que les États-Unis sont dans une position très difficile. Ils mènent, comme vous l'avez dit, trop de guerres en même temps, notamment la guerre économique elle-même. Il y a tout simplement trop de fronts. Alors, d'où va venir l'argent? Maintenant, si Trump sort et lève soudainement une tonne d'argent, il va essentiellement donner une claque à sa base électorale parce qu'il a promis que les déficits diminueraient. Mais si nous regardons comment le budget se comporte réellement, il ne réduit pas vraiment grand-chose. Vous savez, nous sommes passés de 2000 milliards de dollars de promesses de, ou était-ce 1000 milliards de dollars de réduction de déficit. Puis nous sommes descendus à 500 milliards de dollars. Puis la promesse est descendue à 150 milliards de dollars. Et comme nous le savons tous, Elon Musk vient de partir. Il est retourné chez Tesla parce que toute l'entreprise s'effondre. On peut donc s'attendre
à ce qu'ils réduisent vraiment leurs coupes budgétaires. Alors, d'où va venir l'argent? Je pense que les États-Unis jouent maintenant avec une main qui s'affaiblit lorsqu'il s'agit de la table de poker. La quantité de jetons diminue. Et ce que je suggérerais, c'est de vraiment s'attaquer aux problèmes un par un, pour que vous puissiez retrouver la fabrication, renforcer votre base industrielle. Il serait assez insensé de mener une guerre commerciale mondiale à ce stade. Et la première chose que vous devrez faire, c'est en fait, vous savez, vous devez être honnête avec les Américains, n'est-ce pas? Nous devons récupérer nos chaînes d'approvisionnement. Nous devons aller là-bas. Nous devons rivaliser avec les Chinois pour construire des mines, sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Et cela va prendre beaucoup de temps. Et malheureusement, ça se va expliquer trop cher. Ce que nous voyons Trump faire en ce moment, c'est essayer de contourner ce processus, n'est-ce pas? Il sait qu'il a besoin de chaînes d'approvisionnement. C'est pourquoi il essaie de forcer Zelensky à signer l'accord sur les minéraux, n'est-ce pas? Qu'il y ait vraiment des minéraux dans le sol, nous ne le savons pas tous. Et il essaie de faire la paix avec Poutine. L'une des grandes raisons est certainement d'accéder aux ressources russes. Mais cela ne suffit toujours pas, car la Chine a beaucoup de chaînes d'approvisionnement dans le monde. Si vous voulez vraiment le faire, les États-Unis doivent traverser une période d'austérité où les dépenses ne sont pas faites pour subventionner toutes les grandes entreprises, mais pour développer des chaînes d'approvisionnement critiques. Ils doivent essentiellement imiter ce que la Chine a fait au cours des 10 à 20 dernières années. Mais sont-ils vraiment capables de supporter la douleur? C'est la grande question. Vous savez, je comprends un peu pourquoi Trump agit de la manière dont il le fait en ce moment. Pourquoi il veut tout court-circuiter en seulement 2 à 4 ans. Parce que qui sait ce qui va se passer après ça? Il y a des chances qu'il perde beaucoup d'influence lors des élections de mi-mandat. Ou peut-être qu'à la fin des 4 ans, un démocrate arrive ou un républicain arrive qui va à l'encontre de ce qu'il prône vraiment. Donc, il essaie de tout court-circuiter, mais il ne comprend pas la véritable dynamique de la situation. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas du tout facile. Je n'ai pas donné de réponse claire. Juste que si vous voulez vraiment tout résoudre de manière organique, les États-Unis devront traverser une période très difficile, quelques décennies de douleur, afin de vraiment reconstruire l'économie depuis les fondations. Oui, non. Cela revient à ce que vous avez dit auparavant, cette compression de tout en quelques mois. Parce qu'encore une fois, je pense que certaines des solutions pour les États-Unis seraient d'avoir des politiques industrielles plus vigoureuses, c'est-à-dire d'identifier quelles sont les industries stratégiques et de s'assurer qu'elles sont subventionnées et financées. Mais tous les objectifs en même temps. Et je pense qu'en plus, non seulement à cause de la politique américaine qui doit tout mettre dans la présidence de Trump, mais aussi cet objectif que vous ne pouvez pas avoir la Chine comme un père. Parce que si vous essayez juste d'équilibrer un peu la Chine, tout en vous réindustrialisant et en développant vos propres industries, vous pouvez vous acheter un peu de temps. Mais cette idée que la Chine doit aussi être brisée, que vous ne pouvez pas l'avoir comme un père, exige trop, je suppose, de cette politique économique où vous devez tout mettre sous stéroïdes. Encore, briser le secteur technologique chinois. Comment allez-vous réindustrialiser ou développer vos industries si vous coupez votre principal partenaire? Quelles industries en Chine surveillez-vous actuellement? Ils ont cette capacité remarquable à se concentrer sur les industries stratégiques dont ils ont besoin. Par exemple, avec les voitures autonomes, ils ont été assez stratégiques, car ce sont plus ou moins les mêmes technologies que vous utiliseriez dans la robotique, avec les capteurs et tout cela. Vous pouvez en quelque sorte voir le chemin qu'ils prennent. Avec l'industrie automobile, par exemple,
Elon Musk s'est moqué une fois du fait que les Chinois allaient avoir leur propre voiture électrique et un marché automobile. Mais voyez ce qui s'est passé en très peu de temps. Alors, quelles sont les principales industries sur lesquelles vous vous concentrez? Eh bien, je pense que l'objectif principal de la Chine en ce moment est sans aucun doute les semi-conducteurs, parce que les semi-conducteurs vont être le nouveau pétrole du futur. Je veux dire, c'est très cliché de dire ça, mais c'est vrai dans un certain sens. Maintenant, une fois que la Chine a exploré les grands fonds marins, elle a essentiellement renversé tout le jeu. Vous savez, l'IA était autrefois un outil révolutionnaire. Mais en ce moment, c'est juste un intrant dans diverses industries pour augmenter la production, augmenter le rendement. Donc, ce que la Chine veut faire, c'est rester le géant de la production du futur, n'est-ce pas? Maintenant, nous savons tous que la Chine doit rééquilibrer son économie dans une certaine mesure. Ils doivent consommer plus. Ils doivent produire un peu moins par rapport à leur consommation. Mais la Chine ne peut pas non plus réduire sa production. Et la seule façon pour elle de maintenir son avantage est soit dans la robotique, soit dans les semi-conducteurs. Donc nous pouvons voir beaucoup de flux entrer dans les industries chinoises de semi-conducteurs, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de se concentrer sur la Chine, et disons que vous voulez investir en Chine dans ce secteur, cela va aussi être une décision très difficile. Par exemple, je n'investis moi-même dans aucun secteur chinois particulier. J'achète simplement le marché chinois dans son ensemble ou j'investis dans les banques. Et voici pourquoi. Il y a une raison pour laquelle beaucoup d'entreprises dans le monde, des États-Unis à l'Europe, comme Volkswagen, ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec les marques chinoises, n'est-ce pas? Les marques chinoises comme BYD, comme NIO, et c'est parce que dans l'écosystème chinois lui-même, c'est hyper compétitif. C'est essentiellement les Hunger Games sous stéroïdes. Tout le monde se bat si fort avec une chaîne d'approvisionnement très allégée pour réduire les coûts. Et nous ne savons pas quelle entreprise va survivre dans les 5 à 10 prochaines années. Ce pourrait être BYD aujourd'hui, ou ce pourrait être NIO, un autre nouvel entrant demain. Donc, il va être assez difficile d'investir dans des entreprises chinoises particulières à ce stade. Mais en ce qui concerne les secteurs dans lesquels la Chine doit investir, ce sera les semi-conducteurs, sans aucun doute. Ma dernière question porte en fait sur la manière dont les BRICS s'intègrent dans cela. Car je pense que l'une des forces de l'économie chinoise est, comme vous l'avez dit, qu'ils ont un contrôle très strict sur les chaînes d'approvisionnement, non seulement en diversifiant, mais aussi, bien sûr, à l'intérieur de la Chine. Ils ont les mines, ils s'occupent des métaux rares, ils font le traitement, ils ont les ingénieurs. On peut voir à chaque étape qu'ils ont cela sous contrôle. Mais bien sûr, sortir de la Chine est également important, avec la diversification. C'est pourquoi ils investissent assez lourdement dans cela. Non seulement dans les diverses industries et les corridors de transport, mais vous voyez aussi les mécanismes financiers. Comment voyez-vous le rôle des BRICS dans ce cadre plus large? Car il semble que les BRICS soient devenus l'institution clé pour, je suppose, accueillir une architecture économique internationale alternative, après que, comme vous l'avez dit, Bretton Woods ne fait plus vraiment le travail. Oui, je pense que les BRICS vont devenir l'un des acteurs majeurs. Et avec le temps, ils dépasseront certainement le G7. Je veux dire, ils l'ont déjà fait en termes de PIB. Et ce que les États-Unis font en ce moment, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Vous savez, une grande partie du système mondial est centrée autour du dollar, centrée autour de SWIFT, centrée autour de toute cette architecture financière. Mais les BRICS, ils créent la leur. Sans aucun doute, ils sont en retard. Mais dans les 5 à 10 prochaines années,
si les États-Unis décident d'arrêter de commercer avec le monde, ou de commercer moins, il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'une seule avenue pour le reste des pays, et ce sera les BRICS. Je veux dire, si nous regardons tous les pays des BRICS, vous savez, la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, et que nous prenons en compte les nouveaux entrants, comme les Émirats arabes unis et l'Indonésie, beaucoup de ces endroits, leurs populations sont en plein essor comparées à l'Occident, qui stagne au mieux. Et beaucoup de gens sont encore dans la classe moyenne inférieure. Donc, à mesure que le niveau de vie augmente et que les gens montent, leurs dépenses augmenteront également. Il est intéressant de voir que même les Européens commencent à parler davantage aux Chinois parce qu'ils savent que le marché américain va soit se réduire, soit stagner, soit ils devront franchir un grand mur tarifaire. Mais si vous regardez les BRICS en général, à moins de décider de riposter contre la Chine et que la Chine riposte, le niveau des tarifs par rapport à ce que proposent les Américains est en fait assez modéré. À cause de cela, nous pourrions voir un monde très bifurqué, où ce seraient les États-Unis contre tout le monde, non pas dans le sens d'un conflit militaire, mais dans le sens d'une lutte économique. Dans ce cas, les États-Unis pourraient vraiment jouer un jeu d'autarcie, ce qui est étrange à dire, un jeu de soi-disant autosuffisance, tandis que le reste du monde pratique le libre-échange. Si cela devait durer assez longtemps, cela pourrait vraiment démanteler toute l'architecture financière également. En ce moment, je ne dis pas que le RMB ou les BRICS auront leur propre monnaie, mais je dis que beaucoup des avantages que les États-Unis tirent du recyclage de l'argent du monde entier vers les obligations, du monde entier utilisant des dollars pour les transactions financières et les règlements commerciaux, je pense que tout cela va s'éroder, surtout au cours des 5 à 10 prochaines années. Même si Trump fait un demi-tour aujourd'hui, je pense qu'une grande partie de la confiance est perdue. Eh bien, pour conclure, je voulais vous demander où les gens peuvent vous trouver, car je sais que vous avez une chaîne YouTube très populaire, bien sûr. Y a-t-il d'autres endroits où les gens peuvent vous trouver? Pas vraiment, mais vous pouvez toujours aller sur YouTube. Il suffit de taper Sean Fu Gold. Sean Fu Gold, vous pouvez y aller. Et je parle un peu de la Chine, vraiment des aspects financiers de toute la guerre, de l'économie américaine, des récessions, ainsi que de l'investissement dans l'or. Tout cela sera couvert sur ma chaîne. Alors oui, venez me voir. Oui, non, j'espère vous revoir un jour pour discuter des métaux précieux et surtout de l'or, car c'est quelque chose que le monde entier observe en ce moment. Quoi qu'il en soit, Sean Fu, merci beaucoup pour votre temps. Salut, merci Glenn. Ravi ici.